Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Théophile Bongoro, membre du Conseil national de transition, des partis politiques et corporations. Vous êtes membre du Conseil national de transition. Alors dites-nous quelles sont les différentes étapes ayant abouti à la mise sur pied du CNT. Il est parfois douloureux de rappeler certains souvenirs. Vous savez qu'est-ce qui a donné lieu à la transition en général. Un événement s'est produit qu'il n'est pas aisé de rappeler, pas non plus agréable de le rappeler, le 20 avril. Et après cela, il s'est trouvé que l'État n'avait plus personne au gouvernail. Et les dispositions constitutionnelles qui sont d'interprétation stricte instruisaient que ce soit le dauphin constitutionnel qui puisse prendre la place de celui qui n'est plus. Il s'est trouvé que le dauphin constitutionnel a décliné les prérogatives qui lui sont reconnues par la loi fondamentale. Alors il s'est en est suivi une dérogation à la règle qui a donné lieu à la transition. Et maintenant un conseil militaire de transition a vu jour et lequel a prévu dans une charte rédigée dans des conditions très difficiles qu'il y ait un conseil national de transition qui doit faire office de parlement provisoire. Et lequel Conseil national de transition devrait non regrouper non seulement les partis politiques qui devaient sortir d'une jour électorale ou bien d'une compétition, mais de toutes les entités relevant des segments de notre nation. Ce qui fait qu'il fut mis sur pied le comité ad hoc que vous connaissez. Après, un appel à candidature a été lancé. Et les partis politiques, sociétés civiles, syndicats et toute autre entité a fait acte de candidature et les dossiers ont été examinés. Après examen, il est retenu 93 membres pour siéger comme parlement de la transition. Donc vous voyez, il y a eu différentes étapes. Pour la gouverne de votre spectateur, il a été prévu 3 organes. Le Conseil militaire de transition, le gouvernement de transition, le Conseil national de transition, dont le dernier né a déjà vu jour, a été installé le 5 octobre dernier, auquel je fais partie. Voilà. Oui, mais quelle est donc la mission assignée à ce Conseil national de transition? Vous savez, la charte a innové par rapport à la constitution ou aux constitutions classiques. En dehors des attributions ordinaires d'une assemblée nationale, qui sont l'édiction des lois, la votation des lois, le contrôle de l'action gouvernementale, il a été adjoint aussi au CNT le rôle de veiller sur le respect strict des droits de l'homme. Alors que nous avons déjà le CNDH qui est là. Ça, c'est une nouveauté tchadienne qui peut s'exporter. Et je me dis que, même rédigé dans la précipitation, la charte a pris en compte l'aspect humain. Ce qui fait que nous sortons un peu du classicisme consistant à confiner le Parlement seulement à voter les lois, à exercer le contrôle sur le gouvernement, à l'interpeller en cas du non-respect du cahier de charges qu'il a adopté sous forme de programme et à sanctionner s'il y a lieu. Ça veut dire que la charte a tenu compte de contre-pouvoirs. Je pense que ça a été bien réfléchi, même si elle est née des conditions très difficiles, cette charte-là. Il a été, je crois, fait une place de choix à l'aspect équilibre du pouvoir pour éviter qu'il y ait une concentration entre un seul individu faisant de lui un monarque. Vous venez là de présenter succinctement le Conseil national de transition. Alors dites-nous quelles sont les différentes entités qui composent ce Conseil national de transition. C'était un travail de fond qui a été fait pour que les 16 millions de Tchadiens puissent être représentés par 12 entités. 12 entités qui se déclinent en partis politiques, en associations, en syndicats, en associations de jeunes, en associations de femmes, en représentativité des autorités traditionnelles, en représentativité des associations de développement et même des associations qui favorisent un peu l'accès au crédit. Donc ça veut dire que l'aspect humain n'a pas échappé au rédacteur de la charte et le président du CMT, le président du Conseil militaire de transition, voulais-je dire, a donc déféré à cette exigence-là en faisant, je crois que c'est pas de la magie certes, mais je suis en train de penser que c'est vraiment un exercice c'est un exercice très difficile.
Parce qu'il a souhaité qu'ils ont reçu pas moins de 500, voire même 600 demandes. Et que de ces 600 actes de candidature, qu'on en tire 93. Et c'est sûr que chacun a dû rivaliser, des profils assez alléchants, ainsi de suite, mais que les membres du comité ad hoc puissent présenter au président du CMT une liste qui puisse mettre tout le monde d'accord est un exercice qu'il faut se lever de très tôt, du bon pied, pour pouvoir le faire. Donc, voilà, c'est pas limitatif, mais tout le monde s'y est trouvé. Moi, par exemple, j'ai trouvé anormal que certains de vos confrères fassent un procès du fait de l'absence d'un quelqu'un de la presse. Mais pourquoi l'absence de la presse? Écoutez, moi je suis du monde judiciaire. Oui. Je suis allé au titre des partis politiques. Mais vous pensez qu'il y aura un texte qui mettra en difficulté nos prérogatives que je ne prononcerai pas? Vous avez une consoeur ancienne en vous, Madame Isabelle Assengar. Mais les contextes ont changé. Elle n'est plus dans le métier. Mais oui. Est-ce qu'elle pourra réellement défendre, par exemple, la cause des communicateurs? Bien sûr, puisqu'elle n'a pas décroché. Elle a été juste détachée pour une période de la transition. Elle est fermée là. Si on n'arrive pas à atteindre à épuiser le cahier de charge, il y aura une seule prorogation. Mais dans l'hypothèse qu'on puisse atteindre les 18 mois, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Elle va rejoindre son corps d'origine. Donc ça, c'est un faux procès. Tout comme on dit, non, les corps judiciaires ne sont pas représentés. Je ne pense pas. On ne pourrait pas mettre à mal l'une de nos professions là-bas que je ne me dresserai pas face à un projet de loi comme ça. Donc nous sommes 16 millions, voire plus, parce que la statistique ne date pas d'aujourd'hui. Et figurez-vous que les 16 millions, ça serait une démocratie à la Suisse, où pour consulter les gens, il faut revenir les villageois sur la place du marché, ça va être difficile. On a choisi 93 d'entre nous, ce ne sont pas des Afghans, c'est des Tchadiens, ce ne sont pas des talibans. Je pense qu'on n'a pas de faire un procès au CNT. Il faut le voir au pied le maçon, comme le maçon au pied du mur. Et vous avez des voix discordantes là-bas. Je pense que dans l'ancienne législature, vous avez des éléments, des individualités comme les Béral et autres, qui se sont retrouvés à nos côtés. Donc tout ne passera pas comme lettre à la poste, comme les gens le prétendent aujourd'hui. On va commencer par faire un procès à un organe qui n'a même pas fait ses preuves encore. Ça, c'est anormal, ça. Parlant effectivement de la conférence nationale souveraine, nous avons vu que la conférence nationale souveraine a accouché le Conseil national de transition. Le Conseil national de transition, n'est-ce pas, supérieur de transition. Et après le Conseil national supérieur de transition, il y a eu le Parlement, l'Assemblée nationale était née. Ouais. On a assisté au Premier ministre de transition, au gouvernement de transition. Mais cette fois-ci, c'est le Conseil national de transition qui vient avant le dialogue national inclusif. Que dites-vous? Moi, je pense que les contextes ne sont pas les mêmes. La mort brutale du président de la République, dans les circonstances que nous connaissons, ne peut pas prêter à pouvoir traîner les pas comme ce fut le cas à la conférence nationale. Parce que la conférence nationale, un pouvoir d'origine armée est venu remplacer un pouvoir légal. Et lequel pouvoir légal a décroché pour partir. Ici, la République est debout, alors que celui qui était à sa commande était couché. Donc il faut pas un tour de passe-passe pour pouvoir tourner longtemps. Faudra-t-il laisser le pouvoir entre les mains du président du Conseil militaire de transition seul? On va crier à l'eau, on va dire c'est un monarque, il a tout entre sa main. On a suspendu la Constitution, on a dissous l'Assemblée, après on a réhabilité la Constitution dans certaines de ses dispositions, c'est que l'article 102 de la Charte de la transition dit, et il faut mener une transition devant déboucher sur la vie constitutionnelle normale. Ça veut dire que la vie constitutionnelle ayant donné lieu à une élection, à un pouvoir cette fois-ci élu. Bon, lors des élections, on va discuter plus tard. Ce qui ne fut pas le cas en 93. Parce que 93, il y avait le sommet de la Baule qui a accompagné la chute du mur de Berlin avec la désagrégation de l'Union soviétique, qui pressait les États au sud du Sahara, ou ceux qui traînaient à voir importer la démocratie, de se mettre vite au travail. Et Mitterrand, vous savez bien, avait proposé une récompense à la démocratie à l'époque. Donc il fallait faire vite. Ça veut dire que les peuples se sont choisis eux-mêmes, leur modèle, le pouvoir, leur système, le régime qu'ils souhaitaient. Cette fois-ci, on ne s'attendait pas. Vous avez un candidat qui avait gagné les élections, bonnes ou mauvaises,
à gagner les élections. Bonne. Non, je dis comme ça, je suis opposant. Bonne ou mauvaise, lesquels résultats n'ont pas été encore confirmés parce que c'était l'état provisoire, il fallait un délai constitutionnel. Et dans l'entrefaite, il meurt. Vous pensez qu'on peut prendre le temps de réfléchir comme en 93? Je pense pas. Et vous n'oubliez pas qu'à 300 km d'ici, il y avait les bruits des bottes. Un peu plus loin, il y avait 12 000 bonhommes dans la nature qu'on chassait de la Libye. Et il n'avait pas de bâton en main, c'est des armes de feu qu'il avait. Donc il fallait, je crois, un sursaut. Pas pour tordre le cou à l'ordre des choses, mais pour inventer, réfléchir, imaginer un mode qui puisse maintenir la République debout, avec les organes qui doivent jouer le rôle des organes qu'on a mis sous les tringhards, afin de nous permettre d'aller à une vie constitutionnelle normale. Je trouve rien à reprocher au modèle tchadien. Mieux, je pense que les constitutionnalistes, les chercheurs, les universités doivent s'inspirer de ces cas qui n'avaient pas été prévus, qui n'a été prévu dans aucune loi constitutionnelle, pour dire il y a des accidents de l'histoire qui peuvent survenir, amener à remettre carrément en cause les concepts qui ont été reçus par le passé. Bon, ça c'est un peu du pain béni pour les chercheurs, ils vont travailler dessus. Nous, acteurs politiques, acteurs de la société civile, aspirant à une vie constitutionnelle, une vie politique normale, n'avons plus à élever des contestations parfois irréalistes, infantiles, pour ne pas dire puériles, pour retarder le processus. Si on veut que ça aille vite, mettons-nous dans les organes qui sont ouverts là. Oui, Maître Bongoro, en temps normal, le Parlement est l'émanation de la volonté populaire, c'est-à-dire un organe électif. Par contre, le CNT, sous sa forme actuelle, émane de la désignation du président du Conseil militaire de transition. Est-ce que réellement, devant le peuple, vous avez une légitimité? Écoutez, c'est vrai, on aura un peu de la peine à se prévaloir de certaines prérogatives d'un député normal. Mais il vous souviendra aussi que la 3e législature était tirée en longueur. Au point pratiquement qu'on a donné un mandat et demi cadeau comme ça aux députés. Penserez-vous que ceux-là, qui sont plus élus, sont-ils plus légitimes que les Tchadiens de tous bords, nés de l'exercice difficile du comité ad hoc avec le président du CMT, envoyé à Gassi maintenant? Je ne pense pas. Le mandat était de 4 ans. Ils sont allés à presque 11 ans. Donc c'était pratiquement 2 mandats cadeaux qu'on leur a offerts. Et vous pensez qu'ils parlaient encore au nom du peuple? Parce que le peuple leur a donné pour 2 ans, pour 4 ans. C'est vrai, la Constitution introduit le mandat impératif. Ça veut dire que le délai que je vais accorder, si c'est fini, revenez à la maison. Mais là, les actes ont été pris par le chef de l'État, d'alors, pour les reconduire. Alors, voudrez-vous qu'on puisse anéantir la Constitution et laisser ce pouvoir-là, né de cette Constitution, mais qui est dans un délai largement dépassé, continuer par légiférer? Je pense que la bonne solution, à mon avis, c'était ce qu'ils ont fait. Actuellement, ils ont pris un peu du vieux. Il y a certains députés qui ont été reconduits sur la liste du CNT. Et on y a ajouté une petite dose de nouvelles figures qui aujourd'hui siègent à Gassi. Il y avait un agenda bien précis. Légiférer pendant ce temps, donner quitus au gouvernement s'il exécute le programme qui préalablement a été adopté par la dite chambre, et fait nouveau, veiller sur le respect strict des droits de l'homme, aux côtés du CNDH, du Conseil national des droits de l'homme. Je pense que s'il y a légitimité entre les deux cas, on n'a pas besoin de repartir dans l'esprit de loi et puis de Montesquieu avec Jean-Jacques Rousseau, avec le contrat social. Mais on ne peut pas regrouper 16 000 Tchadiens dans une salle pour dire choisissez-nous les 93 aujourd'hui. Les facteurs financiers, temps, logistique même, dans quelle salle on réunira les 16 millions de Tchadiens pour pouvoir nous désigner les 93. Donc il faut imaginer quelque chose qu'il faut adosser à la loi, avec le contexte, rapprocher au contexte, qu'on puisse mettre sur pied 93 pour faire un contrepoids au CMT, qui est là. Et là, quand je vous dis qu'on a introduit la censure et puis l'évaluation des politiques publiques, ça veut dire que le gouvernement est responsable devant le CNT. Donc on se tient. Le président du CMT peut dissoudre le CNT, tout comme nous on peut le démettre
et même engager sa poursuite judiciaire en saisissant la Cour suprême. C'est la demande de mise en accusation. Voilà, aux proportions d'un quart. Oui. Oui, on peut poursuivre le plan CMT à un quart des conseillers nationaux. Ça veut donc dire qu'il a été imaginé par ceux qui nous ont aujourd'hui aidés à nous parler encore, vous et moi. Il est sorti de leur chapeau une formule tendant à ce que les Tchadiens vivent un peu une démocratie consensuelle, c'est comme ça que je l'appelle. Consensuelle, c'est-à-dire voulu. Le silence qui a suivi la mise en place de ces organes vaut acceptation. Ce qui fait que nous sommes tenus de la confiance de ces peuples pour dire que le délai que vous nous avez donné, avec l'agenda qui y est attaché, nous le mènerons à bout et vous rendrons résultat avec comme point de mire la réussite de la mission que vous nous avez confiée. Laquelle réussite se déclinerait en élection présidentielle, je suis sûr qu'avant, avant que les législatives ne suivent, et les communales, ou bien les locales. Ou bien, si les moyens le permettent, et que les associations qui se chargent un peu de la sensibilisation de nos populations, arrivent à former nos populations pour qu'il n'y ait pas de confusion dans des élections couplées. Parce qu'on va arguer, les moyens sont difficiles. On va vouloir mettre les législatives et les présidentielles ensemble, mais est-ce que le Tchadien moyen peut-il, devant une foultitude de bulletins, distinguer les législatives des présidentielles? Ça, le moment viendra, on en parlera. Mais pour l'instant, il n'y a pas une autre alternative pour voir la République debout que de mettre ses organes, parce qu'on est tenu par le facteur temps et la sécurité qui est menacée dans notre bout. L'autorité légitime, là, quand il viendra, il faut qu'il trouve le pays pacifié. Parce qu'on ne sait pas si c'est un civil qui viendra. Aujourd'hui, c'est les militaires, parce que c'est qu'ils savent faire mieux. Ils nous ont maintenus sur nos frontières. Mais le jour où ça va basculer entre les civils et que ces gens-là sont en train de squatter encore nos campagnes, vous penserez que celui-là, il va veiller sur N'Djamena seulement. Oh, le temps ne se limite pas qu'à N'Djamena. Je pense qu'il y a eu une dose de réalisme. Rapprocher des circonstances dans lesquelles ces changements-là sont survenus nous amènerait à ne pas avoir trop la dent dure vis-à-vis des institutions qui sont là. C'est pas parce que je fais partie. Les gens m'ont écouté sous les zones de vos confrères. J'ai fait partie au départ de la première contestation. Mais depuis avril, nous sommes 43 partis à nous retirer. Pour dire, essayons de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire de sérieux dans ces gens. Donc on n'est pas dans les marches. On demande même à nos amis qui sont là-bas de soit stopper un peu leur pas, stopper, mais amoindrir. Pour soit envoyer ceux qui le veulent prendre part dans les organes, et que si on s'aperçoit qu'on est à l'étroit, qu'on est venu que comme caution pour un pouvoir qui est allé en contresens de l'histoire, on se retire en faisant des grands bruits. C'est aussi ça les moyens d'expression en politique. On ne peut pas toujours demander ou bien exiger la politique de si ce n'est moi, ce n'est personne. Ça n'existe pas. La politique, c'est aussi ça. C'est une question d'appréciation des circonstances et puis des possibilités à faire infléchir les positions qui sont figées. C'est ça la politique aussi. Oui. Mais si vous voulez tout avoir en un temps record, vous ne pourrez pas l'avoir. Vous avez été désigné par le président du Conseil militaire de transition. Est-ce que, par le même décret, le président du Conseil militaire de transition peut aussi révoquer un conseil national? C'est prévu. C'est prévu? Oui, dans l'article 93, si mes mémoires sont bonnes. Dans le règlement intérieur? Oui, oui. Même dans la charge de la transition. On peut dissoudre, il peut dissoudre l'Assemblée, qui est le CNT, si vous voulez. Mais tout comme nous aussi, on peut engager une poursuite judiciaire contre lui pour haute trahison, en passant par la Cour suprême. Donc on se tient. Vous vous tenez, et pourtant c'est lui qui vous a désigné? Ben oui, mais ça veut dire qu'il a accepté, pas se faire harakiri, mais jouer le rôle d'un pouvoir qui est normal. Parce qu'il pense n'est pas détenir le monopole de la vérité ou avoir la science infuse. Donc il veut qu'il y ait un correctif en face de lui. Donc nous pouvons aussi faire chuter le gouvernement avec la motion de censure. Quand on adopte son programme, on va suivre à la lettre, et que si le cahier de charge qu'on a adopté n'est pas suivi, on l'interpelle. Et s'il ne nous donne pas les éléments qui nous convainquent, on les démet. Donc c'est le jeu du contre-pouvoir, de l'équilibre du pouvoir qui se joue là. C'est comme si on est dans une démocratie normale. Alors que dans d'autres pays, vous avez vu, vers l'Amérique du Sud et tout ça, quand il y a des coups d'État, tout est entre les mains de la junte. Mais aujourd'hui, il y a eu la redistribution des cartes. À mon avis, c'est une bonne chose. En tant que politique, peut-être de coupler un peu de la qualité de juriste.
Considéré comme le Parlement provisoire, en quoi le CNT peut-il jouer le rôle d'un Parlement classique? Parlement classique parce qu'on n'a pas besoin de rougir ou d'avoir un complexe. On a un texte qui a été adopté par le pouvoir, qui a pris place le 20, et qui nous permet de jouer notre rôle. Cette chance, on ne va pas la lâcher parce que le peuple nous regarde. Et nous le faisons parce que non seulement parti politique, puisque vous connaissez la composition du CNT, mais en tant que toutes les entités hétéroclites qui sont là-bas, pour que nous sortons de cette situation ayant joué pleinement notre rôle de Parlement classique, auquel, même parole, moi j'appelle ça fonction, parce que si je rôle, je trouve que c'est réducteur. On parle de fonction, de député, en votant les lois, en contrôlant l'action du gouvernement. Et fait nouveau, en veillant au respect strict des droits de l'homme. Oui, certainement vous allez participer au conseil, au dialogue national, au dialogue national inclusif, n'est-ce pas, conseiller? Ben oui, normalement. Peut-être que ce n'est pas tout le Parlement qui ira. On va déléguer certains. Et peut-être que nous qui appartenons aux formations politiques, ou bien même ceux de la société civile, pourront être les délégués de leur formation. Ça dépend de ce que le CODNI va arrêter comme liste. Mais d'emblée, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, le tout c'est que nous sortons de là-bas avec à la clé une constitution qui va passer par le CNT et que nous souhaiterons que le deuxième filtre soit le dialogue national inclusif. Et le peuple, à la fin, ce qui a été prévu dans la charte, va enterrer cette constitution qui a été pensée par les Tchadiens, filtrée par le dialogue national. Ils vont l'enterrer par référendum. Donc tout ça doit se faire dans les 18 mois. Référendum et les élections normales qui doivent suivre. Déjà, est-ce qu'on peut déjà avoir une charpente de ce dialogue national inclusif? Ça, charpente, les grandes articulations, qu'est-ce qui sortira effectivement de ce dialogue national inclusif? Vous savez, le but essentiel, dehors de la réconciliation de tous nos voeux, que nous appelons tous nos voeux, qui est la trame, qui serait même le plat de résistance de ce dialogue, on va y mettre le conflit agriculteur-éleveur, la répartition de la richesse nationale, ça vous le savez, le bien vivre ensemble, le problème de la langue. Mais je pense que c'est pas nouveau. La Constitution de 93 a pensé un peu sur beaucoup de ces aspects. Et les deux dialogues qui ont suivi, certes, ont un peu été marginaux par rapport aux institutions que nous avons arrêtées en 93. Et je crois qu'il a été retouché aussi en 2001. Tout ça mis ensemble, il y a déjà eu les réflexions menées par les Tchadiens pour leur bien. Il suffit de prendre ces textes-là, vous ramenez un peu les éléments qui n'avaient pas été prévus là-bas, puisqu'aucun texte n'est complet, réfléchir valablement dessus, et puis aller vite à un consensus pour que nous vivons une vie politique normale. Le plat de l'essence, c'est la Constitution. C'est ce qui va déterminer, régler notre vie en tant que Tchadien après le dialogue national inclusif. Conseiller Bongoro, pour rappel, en prenant ici la Constitution de 93, c'est d'abord une Constitution reconnue par les analystes, les critiques, les universitaires que c'est la meilleure Constitution de l'Afrique noire francophone. Est-ce qu'il ne va pas falloir que les rédacteurs de la nouvelle Constitution puissent s'inspirer profondément de la Constitution de 93? Oui, 93 a fait suite à une vie depuis l'indépendance du Tchad, a servi comme correctif de tous les régimes qui ont suivi. Il y en avait eu 3 ou 4. On s'est retrouvé en 93 pour faire un peu le diagnostic de ce qui n'a pas marché depuis l'indépendance à la date de la tenue de la conférence nationale souveraine, pour penser à des institutions qui doivent réguler notre vie. C'est vrai, ça a été un document sérieux, mais certains contextes ont changé. Donc il suffisait, et que Dieu seul sait qu'il y en a, on a ces compétences-là au niveau local, au niveau national. Il suffit que ces compétences, qu'on les mette ensemble, et qu'on puisse ramener ces textes-là, on les toilette, pour leur donner un coup de neuf, et puis ça ira. Votre dernier message à nos téléspectateurs, surtout en cette période de transition? Dans de telles circonstances, ce qui est le plus souvent conseillé, c'est normalement de s'associer au train qui est en marche, au lieu de construire plutôt une entrave. Donc mon message, c'est de faire un peu de la modération,
dans les exigences, quand bien même on veut mener une vie politique normale, l'État est là, l'État est debout, il reçoit les doléances de ces populations, mais sachons que c'est des contextes, on est dans un contexte très difficile qui nécessite à ce que nous puissions parfois nous ressaisir ou bien nous contenter que de l'essentiel. De ne pas aller au-delà des revendications qui normalement devaient relever d'une vie constitutionnelle normale. Et si nous voulons y accéder, il faut que nous mettons sur l'étendard certaines de nos demandes fantaisistes pour ne serait-ce que contenter sur l'essentiel afin de ne pas continuer à travailler pour le calendrier qu'on est en train de suivre strictement afin de déboucher sur une vie politique normale. Donc, c'est un appel plutôt à l'apaisement qu'à des demandes un peu difficiles qui ne peuvent pas trouver de réponse dans l'immédiat. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin votre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau conseiller Théophile Bongoro. Il est membre du Conseil national de transition des partis politiques et corporations. Au revoir et à la semaine prochaine.